d'Actu Matin. Ce matin, nos débats seront essentiellement éducation, avec deux thématiques sur la table. D'abord, le reversement annoncé des enseignants agents contractuels de l'État en agents permanents de l'État pour avoir subi et réussi les épreuves de l'évaluation diagnostique il y a quelques années. Mais plutôt que de réjouir les acteurs concernés, l'idée leur fait faire la fine bouche. Nous demanderons pourquoi et donnerons la parole à l'un d'entre eux tout à l'heure. Et le second sujet, lui aussi éducation, avec cette note du recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui fait débat là-bas. Les enseignants crient à l'humiliation et au dénigrement à la publication de cette circulaire rectorale la semaine écoulée qui interdit désormais les libéralités des étudiants vis-à-vis de leurs enseignants membres du jury de soutenance, car arrive justement cette date fatidique de soutenance de mémoire de thèse et de maîtrise. Les débatteurs diront deux mots à ce propos quand on sera dans les instants de nos discussions. Dans Tout Matin ce matin, trois invités, un pour chacune des trois prochaines parties de cette émission. Dans la deuxième tout à l'heure, Amanou Abdou pour parler de la jeunesse musulmane face aux questions de terrorisme, de fanatisme religieux et de sécurité. Dans la troisième partie, une invitée commerciale, Michel Zouno, conseillère clientèle à Canal Plus Bénin, agence de Segbedia Kpakpa à Cotonou, pour nous donner une idée des nouvelles offres au sujet des promotions du bouquet de télévision à l'occasion donc des vacances qui ont cours actuellement. La troisième invitée vous sera dévoilée. Ce sera dans la quatrième partie et la dernière de cette émission Actu Matin. Merci d'être là. Et nous commençons avec Fraternité pour la une des journaux ce matin. Fraternité qui s'intéresse un peu à la coopération entre le Bénin et le Nigeria côté douane. Visite de travail au Bénin, douane nigériane et béninoise. Une coopération renforcée a mise en manchette le quotidien. Deux victoires du Bénin en Coupe du Monde scolaire 2023. La relève des Guépards en bonne marche. Salut donc le journal qui précise que le CEG Saint-Rita qui représente justement le Bénin là-bas pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Vous avez les détails dans la colonne du quotidien. Et plus en bas, inondation à Kpakpa. Kpakpa, c'est un quartier de Cotonou. Un lac artificiel à PK10, une aubaine à controverse pour les habitants. Nous passons à un autre quotidien, celui-là, qui s'appelle le Matinal. Coopération Bénin-Nigeria, la page 11. De nouveaux accords signés entre les douanes du Bénin et du Nigeria. Mondial scolaire de football, le Bénin brille au Maroc. Matin libre, Bénin, libération des prisonniers et retour des exilés. Malekhossou jouait sa voix à celle de Robert Dossou. La loi d'amnistie est une bonne initiative, a dit donc l'homme religieux dans les colonnes du quotidien Matin Libre. La tribune de la capitale, Conseil national du Parti Les Démocrates à Porto Novo, les premières élections générales de 2026 au cœur des préoccupations. Une bactérie de résolution, une recommandation et une motion de protestation contre la Cour constitutionnelle a souligné la tribune de la capitale, ce journal qui paraît à Porto Novo. Nord-Sud quotidien, amélioration du flux commercial entre le Nigeria et le Bénin. Les judicieuses propositions de la FEBECAD aux deux douanes. Le grand matin, audience au cabinet du président Dorothée Sousa. La Cour constitutionnelle a énormément participé à l'avancement des droits des femmes au Bénin. Et là, ce sont les confidences, les remarques et les célébrations, doit-on dire, de Huguette Boukpenya-Kadja, la présidente de l'Institut national de la femme au Bénin. Décryptage info, investissement en ligne, perte de gains chez 70% des investisseurs africains en crypto-monnaie depuis avril 2021. Le quotidien. Coupe du monde scolaire à Rabat, c'est au Maroc. Le Bénin surclasse le Mexique 10-0 s'il vous plaît. Domine le Maroc 2 buts à 1 et se qualifie brillamment pour le second tour.
Nouvelle génération, Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Le Bénin pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Les efforts du gouvernement talons à travers les championnats scolaires portent déjà leurs fruits. Selon la nouvelle génération, qui précise par ailleurs que les Béninois félicitent l'encadrement technique et l'OPSU. Nous retournons à la une, comme vous pouvez le constater, de Fraternité pour une deuxième lecture. Visite du travail au Bénin, douane nigériane et béninoise, une coopération renforcée. 2 victoires du Bénin en Coupe du monde scolaire 2023. La relève des Guépards en bonne marche. Le CG Sainte Rita pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Un dernier titre, et cela intéresse aussi nos concerne, je dois dire, le climat qu'il fait actuellement. Inondation à Kpakpa, un lac artificiel. À PK10, c'est une aubaine à controverse, a constaté le journal à propos donc des habitants là-bas. Et voilà donc l'actualité à la une des publications ce matin, faut-il le souligner. Bien rare, nous sommes mardi, c'est évident. Eh bien, nous avons fini par l'état et l'humeur du climat. Sachez que si vous êtes à Abomey-Calavi ou à Cotonou ou dans les environs, eh bien, le temps n'est pas très clément, il ne fait pas très bonne mine dehors, le ciel est très gris ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer justement à l'intérieur de Fraternité? Déjà, cet article qui pourrait vous intéresser, qui parle de cette inondation à PK10, c'est un lac artificiel là-bas et les populations en profitent, qui pour laver sa moto, qui pour aller en chercher pour d'autres besoins, notamment domestiques ou agricoles. Vous avez des enfants qui pataugent avec les images bien illustratives. Dans l'article proposé par les reporters de Fraternité qui ont fait une descente, achetez donc le journal. Intéressez-vous un peu à ce à quoi sert ce lac artificiel à Kpakpa et rapporté par le quotidien qui paraît à Ménoten. Les 2 derniers titres, notamment de la une des journaux ce matin, vous ont donné une idée à ce sujet-là. Il s'agit donc de l'actualité sportive au Bénin depuis hier. Et bien, ce qui fait l'actualité, c'est cette prestation des élèves du CG Sainte Rita de Cotonou, qui sont donc les ambassadeurs du Bénin à la Coupe du monde scolaire qui se tient actuellement à Rabat au Maroc. Là-bas, ils ont laissé une trace de la journée d'hier, puisqu'ils avaient 2 matchs à jouer. Déjà le matin, il donnait une sévère correction donc au Mexique, 10-0. Certainement qu'on dira 2 mots à ce propos avec Ali Moumouni quand on sera à l'étape des sports sur Actu Matin. L'autre match qu'ils ont tenu, c'était dans l'après-midi et toujours dans la même journée d'hier, ils ont pu battre le Maroc sur ses propres installations de buts à 1. Fraternité vous rapporte un peu tout ce qui s'est passé sous la plume de Ange Pauline Touama. La prime sursaut du gouvernement, analyse donc le journaliste qui vous propose son article avec un détail aussi. Eh bien, le classement désormais dans le groupe du Bénin qui mène la danse là-bas, suivi de l'Angleterre puis du Maroc, avec un Mexique qui ferme la marche avec sa lourde défaite face donc aux écureuils apprenants. Et puis vous avez l'actualité en inter aussi à la page notamment 10 comme d'habitude chaque jour. Fraternité qui vous propose justement une idée de ce qui se passe sur le continent. Et ce qui pourrait vous intéresser, c'est surtout la présidentielle annoncée au Gabon. Vous le savez déjà, Ali Bongo sera candidat ou est candidat pour la 3e fois successivement. Mais détail pour détail, et ça pourrait vous intéresser, c'est la nouveauté. Il y a 19 candidatures en compétition. Achetez Fraternité, allez à la page 10, découvrez un peu l'identité des concurrents du très grand Ali Ben Bongo. Et voilà donc pour ces articles qui pourraient vous intéresser dans Fraternité, achetez le journal et lisez. En attendant d'avoir votre numéro de ce journal ce matin, je vous propose de découvrir l'actualité telle que relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Eh bien, c'est donc le bulletin d'information sur Actu Matin, lui, qui va le présenter. Il a été bien longtemps absent à ce poste précisément. Là, on l'a vu il y a bien longtemps dans cet exercice-là. William Cléquin, bonjour William. Bonjour Tanguy. Vous nous aviez beaucoup manqué dans cet exercice. On vous verra donc ce matin. Mais en attendant déjà, voici l'essentiel. En titre dans votre bulletin, les infrastructures électriques construites et réhabilitées dans le cadre
de ce programme Millennium Challenge Account Bénin dans les départements du Borgou, de la Donga, de la Takora sont désormais mis en service. L'inauguration a eu lieu à Béné-Sengou pour le compte de la Takora. Nous vous donnons à suivre le point de cette actualité-là. Et puis le deuxième titre, journée de l'artisan de Djougou ce week-end, c'est la célébration de cette journée nationale qui va être l'occasion donc de plusieurs manifestations officielles. Comme vous l'avez sur les images, une grande caravane a été organisée pour annoncer les couleurs de cette journée dont le thème est facteur de développement économique et de formation professionnelle. Détail à suivre avec William. Voici le bulletin. Allez, j'avais commencé déjà donc par l'annoncer en titre, William. L'indépendance énergétique de Bénin préoccupe le gouvernement et il agit en conséquence pour y parvenir. Pour y parvenir, comme vous l'avez dit, Tanguy, le gouvernement a construit et réhabilité des infrastructures modernes d'énergie électrique dans les départements du Borgou, de la Donga et de la Takora. Ceci dans le cadre du programme MCA, Millennium Challenge Account Benam, à Béné-Sengou pour le compte du département de la Takora. Le président du conseil d'administration du MCA Bénin et le directeur résident par intérim du MCC ont inauguré ce week-end les infrastructures électriques construites. On va suivre le reportage. 3, 2, 1 pour la vidéo et la coupure. Merci. Magnifique. C'est cette coupure symbolique du ruban, suivie du dévoilement de la plaque, qui consacre l'inauguration des infrastructures électriques modernes réalisées dans le cadre du programme MCA Bénin 2. Fruit du partenariat entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Bénin, ces infrastructures électriques de Béné-Sengou à Natitengou visent à améliorer l'accès à l'énergie électrique aux populations de l'Atakora. Ce poste permettra à la SBEE de fournir aux populations de Natitengou et environ une électricité suffisamment stable et fiable pour que les enfants puissent étudier après la tombée de la nuit, les hôpitaux puissent stocker les vaccins en toute sécurité et servir la communauté, et que les entreprises puissent élargir leurs activités et obtenir une croissance économique. Avec la construction de ces ouvrages réalisés pour la disponibilité d'une énergie électrique efficace et fiable, gage d'une croissance économique forte et durable, fini les baisses de tension criardes sur les régions trop éloignées du poste, ainsi que les déclenchements intempestifs et les recherches de pannes fastidieuses. Aujourd'hui, nous produisons déjà et distribuons plus de la moitié de cette énergie. Et en fait, grâce notamment à tout ce qui a été fait dans le cadre de ce programme avec le MCA Bénin 2. D'abord, bien sûr, le départ de la ligne Natitengou-Tangueta-Poga sur 291 km. Ensuite, la construction de 13,5 km de nouvelles lignes souterraines. Ensuite, la construction des postes électriques à Natitengou Nord et Béné-Sengou ici même, dans le cadre de ce projet de distribution d'énergie électrique. Et bien sûr, les interventions du projet d'accès à l'électricité hors réseau, notamment dans les communes de Kérou et Kondé. Toutes ces réalisations impacteront durablement le bien-être des populations des localités comme Tangueta, Batia, Tapoga, Datori, Dassari, Gobli, Materi, ici même Natitengou. Prenant l'engagement de faire un bon usage des infrastructures mises à disposition, le représentant du directeur général de la SB2E et le maire de Natitengou représentant les maires de 9 communes de l'Atakora vont dire merci à MCC et à l'État béninois. C'est le moment pour nous de témoigner toute notre gratitude, celle de l'entreprise et même celle de notre clientèle, à toute l'équipe de coordination de MCA Bénin 2 et de MCC pour cet important investissement. Je voudrais également exprimer ici ma profonde et sincère gratitude ainsi que la reconnaissance de la population de Natitengou au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour son engagement indéfectible envers le bien-être de la population de Natitengou. Ces infrastructures, faut-il le rappeler, sont conçues pour renforcer la sécurité énergétique dans le nord Bénin.
Son architecture adaptable est destinée à répondre aux futurs besoins énergétiques de la région. Maintenant à cette assemblée générale mixte de la Caisse mutuelle L'Espoir à Cotonou, une rencontre au cours de laquelle les participants ont procédé à l'amendement des textes fondamentaux qui régissent cette organisation financière secouée entre-temps par des crises internes. Ils ont également élu un nouveau bureau qui s'est donné pour mission de redonner vie à la CAMTES. Les travaux se sont déroulés ce week-end même au siège du consortium Alafia. Teddy Goudalo pour les précisions. Ces hommes et femmes, membres de la Caisse mutuelle L'Espoir, en abrégé CAMTES, se sont mobilisés ici pour penser et redonner vie à leur organisation d'épargne, longtemps restée en souffrance. Ce qui justifie la tenue de cette assemblée générale mixte qui va aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau devant travailler pour la pérennisation de la CAMTES. Chers membres, nous sommes tous conscients des motifs qui ont conduit notre institution à l'administration provisoire. Cette journée est un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs où nous sommes conviés à désigner ceux-là qui conduiront la destinée de la Caisse mutuelle L'Espoir CAMTES. Nous tenons à féliciter l'administration provisoire pour les progrès, les performances réalisées. Au nombre des facteurs de ce succès, on note une bonne structure organisationnelle. Notre souhait pour la PSFD est de maintenir l'élan. Il est également question pour les participants de procéder à l'aménagement des tests fondamentaux qui régissent la CAMTES et surtout l'approbation de ses comptes financiers. Ces assises constituent donc le déclic d'un nouveau départ de cette institution financière qui était dans l'impasse. Aujourd'hui, le FNM n'a aucun encours de crédit avec CAMTES. Les portes du financement de la microfinance demeurent ouvertes à toute institution qui s'inscrit dans la dynamique de l'inclusion financière des couches défavorisées de notre pays. Nous voudrions espérer qu'au terme de cette assemblée générale dite mixte, que le partenariat qui avait commencé avec CAMTES et qui, je vais dire un peu, a été suspendu, reprendra de plus belle. CAMTES est actuellement dans un état de convalescence. Lorsque vous sortez d'une maladie et que vous vous retrouvez dans un état de convalescence, nous tous nous savons ce qu'il faut. Il faut bien nourrir la personne. Et ce que CAMTES a besoin actuellement dans cet état de convalescence, ce n'est rien d'autre que la recapitalisation. La Caisse mutuelle L'Espoir est spécialisée dans l'assistance et l'octroi de microcrédits aux artisans, commerçants, entrepreneurs et bien d'autres. Tanguy vous l'a dit en titre, les artisans de la ville de Djougou étaient à l'honneur ce week-end. C'est à travers la célébration de la journée à eux dédiée sur l'ensemble du territoire national. Et pour l'occasion, une grande caravane a été organisée dans le cadre de cette journée dont le thème est d'ailleurs intitulé « Facteurs de développement économique et de la formation professionnelle ». Suivons le reportage. Une gigantesque caravane des artisans à travers les différentes rues de Djougou pour annoncer les festivités de la journée de l'artisan béninois édition 2023. L'instant d'un parcours riche en sons et en couleurs, et ces artisans, tout corps de métiers confondus, vont rallier le siège de leur fêtière pour les manifestations proprement dites. Le président du comité d'organisation a dans son intervention montré l'importance de l'artisanat, source de richesse et créateur d'emplois. Est simplement vrai que la vie de l'homme est inimaginable pour l'artisanat. Du lever ou coucher du soleil, l'homme se laisse emporter par le courant de l'artisanat.
L'artisanat béninois, facteur de développement économique et de la formation professionnelle, c'est le thème autour duquel les réflexions sont menées. Tour à tour, les différents intervenants ont mis un accent particulier sur le rôle primordial que joue l'artisanat dans le développement économique de la nation. Le développement d'une nation ne peut être effectif sans les artisans. C'est pourquoi je nous exhorte à prendre à bras le corps pour chaque, en ce qui le parent d'apprentis à eux aussi de redoubler d'efforts dans l'accompagnement, mais surtout avec les réformes que nous engageons dans le domaine de l'artisanat. Au-delà de cette journée, je vais vous inviter en tant qu'artisan à redoubler d'efforts, à faire un effort pour changer notre manière de faire l'artisanat. À l'endroit des artisans, patrons, maîtres artisans, je voudrais vraiment vous inviter à revoir notre façon de faire l'apprentissage dans nos ateliers. Le défilé de mode organisé à l'occasion de cette journée a permis au public de découvrir les œuvres créatives et innovantes des stylistes qui ne cessent de créer avec dextérité des modèles admirables. Et voilà, Tanguy, ce sera tout. Oui, vous avez pu voir un peu et admirer certainement, hein, William Cliquant, les merveilles de la Takora en termes de beauté. Vous avez vu peut-être cette petite fille aussi qui a bien une belle démarche. William, merci pour nous avoir proposé ces belles images ce matin. Vous nous revenez tout à l'heure hein, pour le débat autour de questions éducation. On a deux sujets sur la table. La question donc du reversement des agents contractuels de l'État en agent permanent de l'État. En tout cas, ce n'est pas l'information qui devrait réjouir un grand monde dans le secteur de l'éducation. Nous dira le syndicaliste tout à l'heure. On dira aussi deux mots au sujet de cette décision électorale-là, désormais de faire abandonner les dons et libéralités en direction donc des membres du jury et lors des occasions donc de soutenance de mémoire et de thèse. On n'en est pas encore là, on est à l'étape de Sport Matin. Et voici le commandant en chef de la rubrique, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans votre menu ce matin, on parlera essentiellement football. On va parler surtout de mondial féminin de football qui se déroule actuellement quelque part dans un coin sur la planète Terre. Voici Sport Matin. Alors, je l'ai annoncé, c'est donc l'événement au cœur même et qui va dominer Sport Matin dans son menu ce matin. Il s'agit de la Coupe du Monde féminine de football. Comme chez les garçons, les équipes féminines africaines de football n'arrivent pas encore à s'imposer lors des grandes compétitions. Si le Maroc a réussi lors du dernier mondial masculin à atteindre, s'il vous plaît, les demi-finales, eh bien, il faut repartir plus de 20 ans en arrière pour voir une équipe féminine africaine se retrouver en quart de finale. Aujourd'hui, à la 9e édition de la Coupe du Monde, sur les 4 représentants du continent ont perdu leur premier match. Parfois même de façon très très lourde. Le Nigeria s'en sort avec un petit peu. Voici le document du mardi matin. Sur le continent africain, le Nigeria est actuellement la première nation du football féminin. En tout cas, c'est ce que dit le classement FIFA des équipes féminines du 9 juin 2023. Premier africain et 40e mondial, le Nigeria a effectué son entrée en liste il y a 4 jours à la Coupe du Monde féminine. Face au Canada, les Super Falcons ont réussi à tenir la tête haute malgré le pénalty concédé à la 48e minute. 0 but partout au bout de 90 minutes plus 11. Sur les 4 représentantes africaines, seules les Nigérianes ont évité la défaite
pour leur première sortie. Déjà, il faut dire que le Nigeria a tenu son rang. Il faut reconnaître cela aux filles. Elles ont réussi à tenir en échec le Canada, qui n'est pas n'importe quelle équipe au niveau des sélections féminines. Et déjà, il faut préciser également que ça a été grâce à leur énormissime gardien, la gardienne du Paris FC. Et il faut également dire que c'est pas que de l'autre côté, on a démérité du côté de la Zambie. Et après, vous comprenez que sur le terrain, ça peut aller très très vite. La Zambie d'ailleurs qui a été médaillée de bronze après la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Donc vous comprenez que c'est peut-être un problème de niveau. Parce que 5-0, c'est un peu salé. La plupart de nos équipes qui sont en train de représenter le continent, la plupart de ces joueuses jouent encore au niveau continental. Et vous-même, vous savez que l'expansion du football féminin au niveau continental, ce n'est pas encore ça. Mais malgré le fait que ce n'est pas encore ça, non, on a vu les Banyana également. Nul n'était le but contre son camp. Les Banyana auraient peut-être pu faire le nul. Mais elles ont promis au public sud-africain, à Zanzi, que le prochain match, elles feront mieux. Maintenant, ce qui est inexplicable ou qui est incompréhensible, c'est l'équipe marocaine. Parce que, vous savez, c'est un pays où le football a une culture. Et maintenant, l'Allemagne, n'oubliez pas, c'est la deuxième nation du football au niveau des dames. Donc, ce n'est pas face à n'importe quelle équipe. C'est l'orgue allemand, il faut le dire, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Les explications plausibles de ces performances serait le niveau des équipes africaines. Mais il n'en demeure pas moins que d'autres événements extrasportifs affectent, sinon tarissent la motivation des athlètes. Et pour cette Coupe du Monde, presque tous les représentants africains ont vécu un feuilleton. Seule l'équipe marocaine n'a pas eu de problème, n'a pas eu de soucis avant la Coupe du Monde. La plupart des autres équipes, les 3 équipes, ont eu des problèmes de primes. Il s'est posé des problèmes de primes et la sempiternelle question de primes en Afrique, on ne saurait comment est-ce que les instances, les responsables des instances arrivent à faire pour que à chaque phase finale, que ce soit au niveau de la CAN, au niveau des joutes internationales, on constate qu'il y a toujours des problèmes de primes qu'on n'arrive pas à gérer à l'interne. Donc je crois déjà que ça peut être des raisons, parce que vous savez, lorsque mentalement vous n'êtes pas là, lorsqu'il y a de petites tensions, parfois ça déteint sur le jeu. Le problème est beaucoup plus organisationnel. Ça a toujours été beaucoup plus organisationnel. Vous voyez, une équipe peut-être comme, je vais un peu m'attarder sur le fait de la Zambie. Une équipe comme la Zambie n'avait jamais participé à une telle compétition. Et directement dû au fait qu'il y a assez de médias qui côtoient l'effectif et tout le monde veut montrer peut-être que c'est moi parce que c'est moi. Et il y a souvent un mélange de pédales. On ne veut pas accepter que celui-ci est à tel poste. En tout cas, certains gens veulent s'accumuler toutes les fonctions. Et pour s'accumuler toutes les fonctions, il va falloir qu'on essaye de ternir l'image de ceux qui sont déjà là. Donc cet entraîneur, il a eu à subir toutes ces histoires. Et directement, ça a créé cette dislocation dans son groupe. Et pour revenir, ce ne sera pas pendant cette Coupe du Monde-ci. Je crois que c'est une Coupe du Monde qu'ils vont utiliser et je sais pas, cette expérience pour faire mieux la prochaine fois. Car ils ne sont pas encore à la fin de leur pire résultat, quoi. Dans l'historique de la Coupe du Monde féminine, c'est seulement 3 fois sur les 9 éditions que les équipes africaines se sont qualifiées pour les phases à élimination directe. 2 nations en 8e de finale en 2019, le Cameroun et le Nigeria, après la prouesse des Lions indomptables en 2015. Il faut alors remonter en 1999 pour voir une équipe africaine à l'étape des quarts. C'était le Nigeria. Toutes ces statistiques montrent que l'Afrique a encore du chemin, mais cela ne sera pas forcément sur le chantier de la performance. L'Afrique a du chemin à faire quand on rentre un peu dans nos championnats respectifs. Il faut qu'on voit un peu les championnats. On a encore du travail à faire. On a un problème d'organisation également. S'il n'y avait pas de problème d'organisation, on ne serait pas là à parler de primes sur une compétition internationale. Pour l'instant, les performances restent mitigées. Les équipes africaines peinent à s'illustrer lors des grandes compétitions. Pour cette Coupe du Monde, certes, ce n'est que le début, mais pour nos consultants, le Nigeria reste encore le favori des représentants africains à cette 9e édition. On a 4 nations. Le Nigeria n'a pas encore dit son dernier mot. Le Nigeria reste la meilleure nation jusque-là.
Et on a eu la Zambie qui a battu quand même l'Allemagne lors des matchs de préparation. Donc l'Allemagne, je l'ai dit tantôt, qui est la deuxième nation. Donc la Zambie, elle peut espérer. Elle peut bien sûr espérer. Donc on va voir un peu les résultats sur les deuxièmes matchs et après on tirera les conclusions. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un piège. Lorsque vous démarrez mal et les adversaires ont tantôt l'impression que l'équipe a abordé une équipe facile. Et c'est là que vous réagissez. Et vous savez, il y a tout un continent qui a espoir, qui compte sur vous et que vous cognez le pied matinalement. Donc vous avez envie de vous racheter et dans le rachat, il peut avoir des surprises. Et puis en dehors d'elle, il y a l'équipe des Banyana que je maîtrise beaucoup bien le staff. Et croyez-moi, c'était l'unique mauvaise sortie de ce premier tour pour les Banyana. Très intéressant document réalisé par Ali Moumouni, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup Ali pour ces belles images et ces belles analyses aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une idée de qui représente le continent à cette compétition. Et c'est très triste de toujours voir les équipes africaines toujours, je dois dire, au pied de l'échelle, toujours à tourner en rond. Hein. Oui, c'est vrai que ces disciplines, ce sont des disciplines que nous sommes d'une manière ou d'une autre accaparées à un moment donné et il fallait travailler pour évoluer. C'est vrai qu'aujourd'hui également sur le plan de la performance, quand même, beaucoup de nations réussissent quand même à sortir la tête de l'eau et puis à s'offrir l'expertise des pays qui sont déjà beaucoup plus en avance dans le domaine. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut beaucoup plus retenir, c'est d'ailleurs ce que la plupart de nos consultants ont martelé, c'est la question de l'organisation. Et si vous tenez compte de notre environnement, que ce soit au niveau de la politique ou au niveau de tout autre domaine dans notre environnement, on a souvent ces petits problèmes-là qui gangrènent, sinon qui retardent en fait l'évolution des différentes initiatives. Merci beaucoup à vous, Ali. Allez, on va donner quelques résultats de cette compétition, le temps de boucler Sport Matin de ce matin. Oui, il y a donc les dernières rencontres de la première journée qui ont été disputées hier. On avait donné donc les affiches. Le Brésil qui était face au Panama s'est imposé sur le score de 4-0. Il y a donc la victoire de l'Italie face à l'Argentine, 1-0 au niveau du groupe G. Et puis pour finir, au niveau du groupe H, il y a la victoire de l'Allemagne sur le Maroc, 6-0 s'il vous plaît. On ne s'y attendait pas à ce score. Après donc 2-0 lors de la première mi-temps. Les 45 dernières minutes ont permis aux Allemands de marquer 4 buts. Oui, 4 buts, 6-0 donc pour l'Allemagne qui est donc deuxième équipe mondiale, s'il faut tenir compte bien sûr de ses performances. Et puis la Colombie dans le même groupe qui s'est imposée à la Corée du Sud au petit matin de ce mardi, 2-0 à l'arrivée. La deuxième journée a déjà commencé et c'est la Nouvelle-Zélande qui affronte les Philippines à l'arrivée, donc pour une rencontre qui est toujours en cours, la deuxième période bien entendu. 0 but contre 1 pour l'instant pour l'équipe des Philippines qui s'impose d'abord au cours de ces 45 premières minutes. La suite, ce sera donc ce matin à 9h, la Suisse affrontera la Norvège pour la deuxième journée. C'est bien sûr au niveau de l'autre du groupe A toujours, et voilà Tanguy, l'essentiel à retenir pour ce matin. On va donc revenir au pays et donner donc l'affiche des demi-finales. La première demi-finale du tournoi de l'indépendance qui aura lieu cet après-midi à 16h. C'est au niveau du terrain de Mudombo. Prenez le rendez-vous. Le 8e arrondissement sera l'adversaire du 13e arrondissement. Tanguy. Et c'est l'essentiel à retenir pour ce matin. Allez Moumouni, merci beaucoup. Ne vous éloignez pas, je vous sais musulman. On va parler donc de religion et surtout de l'islam à travers donc quelques jeunes qui se retrouvent quelque part à Paubert. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ce sera avec notre invité Ramanou Abdou qui est déjà installé. En attendant, voici la transition de l'invité. Ramanou Abdou, bonjour. Bonjour, monsieur. Président du comité d'organisation du 11e congrès de l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. Bienvenue sur l'Actu Matin. Oui, monsieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de créer un espace de discussion uniquement pour les étudiants et élèves musulmans? Bonjour, monsieur, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Ce n'est pas uniquement pour les élèves et étudiants musulmans, c'est pour tout le monde. Mais cette catégorie de personnes est en priorité parce que ce sont les membres de l'association. Alors vous abordez en votre sein des discussions autour de thématiques de jeunes. Les problèmes que vous évoquez sont souvent-ils spécifiques justement à cette catégorie, comme vous le dites?
pas forcément, seulement que nous voulons contribuer. L'association veut contribuer cette fois-ci à la lutte qui se mène au niveau de l'État contre ces fléaux contemporains. Alors, vous tenez du 28 juillet au 1er août, c'est bien cela, hein? Bien sûr. Et le 11e congrès de votre association, le thème c'est Jeunesse musulmane face aux réalités sociétales contemporaines. Les problèmes majeurs d'aujourd'hui des jeunes, hein, c'est le chômage. Alors, que faire par rapport à un jeune musulman face à ce problème-là? Bon, ce n'est que le chômage qui amène des gens à prendre certaines postures. Nous autres, nous avons pensé que quand on est citoyen dans une république, aucun argument ne peut justifier ce dont nous voulons parler. Ce n'est pas le chômage qui peut amener un jeune à aller vers la cybercriminalité. Ce n'est pas encore le chômage qui va amener un jeune à aller s'inscrire dans des réseaux terroristes. Oui, mais s'il n'a rien à faire et qu'il s'ennuie et qu'il a faim, vous lui demandez quoi? Il paraît que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Effectivement, mais seul le travail libère. Ce n'est pas... Mais il faut en trouver un, puisqu'il n'y en a pas. Bon, les gens disent quand même qu'il y a du travail dans le pays. Il faut chercher. Il faut chercher. Voilà. Alors, il y a la question du djihadisme qui vous intéresse. Le Bénin n'en est pas épargné, vous le savez très bien. Quel est le rôle des jeunes musulmans face justement à ce phénomène selon vous? Bon, je préfère le terme terrorisme que djihadisme. Ça, c'est péjoratif et ça a une autre connotation. Donc, nous allons parler de terrorisme et non de djihadisme. J'avoue que je ne fais pas la différence. Hein. Tout à fait. Le terrorisme. De temps en temps, enfin, au nord du pays, on entend que les gens sont allés brûler des écoles. C'est des réalités que nos aînés ne connaissaient pas. Et que malheureusement aujourd'hui, on connaît. Nous autres, au sein de l'association, avons pensé sensibiliser nos jeunes militants à ne pas aller s'inscrire. Parce que nous avons entendu que c'est des Béninois, enfin, c'est les enfants du Bénin, qui vont s'inscrire dans ces réseaux. Et là, pour contribuer à la lutte, nous avons pensé sensibiliser, dire aux gens, enfin, à nos militants, qu'il n'est pas du tout séant de prendre ces voies-là. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire à Poubert? Voilà. À Poubert, nous avons invité avec nous des magistrats de la Criette, des policiers de l'OCRC, des sages, des éducateurs, des islamologues, pour, comme je l'ai dit, éduquer, sensibiliser et informer les jeunes militants sur les voies et moyens à utiliser pour s'empêcher, oui, de préjudicier aux populations. Et vous serez combien? En termes de participants, premier chef, nous aurons 250 environ disséminés, enfin, venus de tout le pays. Parce que l'association étant nationale, c'est du nord au sud, de l'est vers l'ouest. Oui, mais vous allez vous entendre entre vous, discuter entre vous, et puis c'est fini. Il faut un relais quand même, non? Tout à fait. Bon, ce n'est pas que nous allons nous voir entre nous, parce que d'autres personnes sont là. Et la presse sera invitée également pour emporter très très loin les informations, et des résolutions seront prises pour éviter ces fléaux. Alors, vous êtes allé à Poubert, pourquoi est-ce que vous choisissez cette ville? Il y a un intérêt? Non, pas un intérêt particulier, c'est une association nationale, et puis nous avons l'habitude, quand nous faisons une activité nationale, cette année ici, enfin dans la partie septentrionale, excusez, nous faisons l'année suivante une activité dans la partie méridionale. L'année dernière, nous étions à Djougou, pour une activité nationale. C'est ça. Ali, ça vous dit? Ouais, je crois que c'est une initiative qui œuvre depuis très longtemps, non seulement à contribuer à rappeler en fait ce que c'est que la religion, d'abord aux jeunes musulmans, mais aussi à essayer de les orienter surtout sur ce qui concerne les sujets de faits de société et de comment s'adapter voilà, pour mieux réussir également. Je crois que c'est déjà une très belle initiative d'avoir choisi cette thématique qui concerne en fait l'actualité et qui vont certainement permettre à ces jeunes de mieux comprendre en fait voilà, ce qui peut, si je peux l'appeler d'une façon, de cette façon-là, ce qui peut être en fait les conséquences que la jeunesse s'investisse en fait sur ces sentiers-là. Je crois que c'est assez dangereux, oui, très dangereux. Le dire. Amanou Abdou, un mot pour finir. Oui, je voudrais vous dire merci à Canal 3 de nous avoir reçus. Dire que c'est une approche pédagogique que nous voulons aborder.
quand on parle d'approche pédagogique, c'est d'abord définir les causes de ces mots, leurs manifestations, les conséquences, et nos orateurs apporteront des solutions. Je vous ai déjà dit merci au ministère de la Justice, à l'OCRC et à tous les imams qui nous accompagnent. Amanou Abdou, je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation du 11e congrès de l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. Vous êtes passé sur l'Actu Matin nous parler justement de ce que vous organisez à cette occasion-là à Poubé. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées dans cette partie d'Actu Matin. On va marquer une pause. En attendant, je dois dire bonne journée à mes deux invités. Pour passer une excellente journée. Voici la pause donc. En collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, le quotidien de service public La Nation tient sa rentrée thématique 2023. Thème, l'économie béninoise, piliers, dynamique et résilience. Rejoignez-nous le 27 juillet 2023 à partir de 9h pour la journée porte ouverte et sur nos plateformes digitales @La Nation Bénin sur Facebook, Twitter, YouTube et www.lanation.bj pour de fructueuses réflexions et débattre sur les forces et les challenges de l'économie béninoise. Entrepreneurs, saisissez l'opportunité du salon économique que nous organisons à l'occasion de cette rentrée thématique. Contact 55 92 73 23 94 31 22 63. Email commercial@oni.bj. Sponsor, ministère de l'Économie et des Finances, Ansia Bank, Isocel Bénin, Celtis, Lagab, ORTB, Fesecam Bénin, GDIZ, la Commerciale Afrique. La rentrée thématique de La Nation, un événement grand public auquel nous sommes tous conviés. Et nous voici donc pour discuter ce matin question éducation avec deux sujets au menu. Je dois vous rappeler, on va parler un peu de cette bonne nouvelle en tout cas du gouvernement à travers donc le Conseil des ministres qui décidait le mercredi dernier du reversement en agent permanent de l'État des agents contractuels de l'État. Cette information jugée bonne en tout cas n'est pas appréciés en tant que tels dans le rang des enseignants. Pourquoi? On donnera la parole à un enseignant tout à l'heure pour nous dire deux mots là-dessus. Et puis on parlera aussi de l'actualité au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi. Là-bas aussi, il y a une note rectorale qui frustre à la limite les enseignants. De quoi est-ce qu'il s'agit? On débattra de tout cela avec ceux qui sont là, justement. William Clécan passé par ici déjà. William, bonjour à nouveau. Bonjour Tanguy. Franck Abrou, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Et à côté de vous, Alessandre Radina, syndicaliste. Alessandre, bonjour. Bonjour, monsieur le très grand habitué de ce plateau. En attendant, il y a Eric Guédeno qui va nous rejoindre pour faire complet sur ce plateau. Alors, je vais commencer. Le Conseil des ministres l'a annoncé le mercredi dernier. Les enseignants qui ont subi l'évaluation diagnostique il y a quelques années seront reversés en agent permanent de l'État. Et je dois dire, la bonne nouvelle, non, Franck? Oui, pourquoi pas. C'est une bonne nouvelle à mon avis. Sauf que il faut effectivement questionner les acteurs pour comprendre si elle est effectivement bonne dans leur rang. Même je pense que tout réaménagement, toute mesure pour étoffer ou pour revoir le statut de personnel, je crois que c'est une mesure qui est la bienvenue. Maintenant, c'est le contenu même de cette mesure-là qu'il faut voir.
comment est-ce que ça va être fait, quelles sont les dispositions qui sont prises et surtout ce qui va accompagner cela. Si on n'a pas véritablement le contenu, parce qu'on peut l'annoncer aujourd'hui que ça se fasse en 2024 ou en 2025. Pourquoi pas en 2050? En 2050. Donc, ça reste une décision et ce qui va suivre, c'est ça le plus important. Oui, Liam. Il faut dire que ce sont des enseignants à qui on a promis ce reversement après la radiation de ceux qui avaient refusé de participer à cette évaluation diagnostique. Même si par la suite ils ont été réintégrés. Voilà, donc la doléance des partenaires sociaux écoutés par l'exécutif, qui est celle de réintégrer les personnes radiées, c'est sa paire de manches qui est, je ne dirais pas cette faveur, mais cette grâce qu'on accorde à ces enseignants qui ont accepté de se prêter à l'évaluation diagnostique que de les reverser en tant que fonctionnaires, parce qu'on parle de moins en moins d'agents permanents de l'État, mais désormais de fonctionnaires d'État. Quelque part, la mesure en elle-même est louable parce que cela renforce leurs conditions, cela sécurise davantage la fonction enseignante pour eux. Maintenant, la frustration, je la comprends aussi du côté... En quoi est-ce que ça sécurise la fonction? Quand on sait qu'il y a une nouvelle loi qui dit qu'on peut renvoyer tout le monde, pourvu qu'on le paye 3 mois... Non, mais le statut de fonctionnaire n'est pas aussi vulnérable que celui d'agent contractuel de l'État. Vous voyez, en matière de procédure de radiation. Vous voyez, donc d'une manière ou d'une autre, ça est sécurisé. De deux, dans la fonction enseignante, on ne passe pas le concours de conseiller pédagogique, on ne passe pas le concours d'inspecteur quand on est contractuel. Vous voyez, j'en veux pour preuve le dernier examen ou le dernier concours pour entrer dans le corps des conseillers pédagogiques. Les contractuels, plus de 200, m'a-t-on dit, n'ont pas pu passer ce concours, bien qu'ils en avaient peut-être les qualifications, ils en avaient peut-être le profil. Et donc l'envie aussi. L'envie aussi, sûrement. Oui. Allez, Alessandre. Merci. Bonne nouvelle, je disais. Je crois que nous devons pouvoir analyser les contours. Et la décision en elle-même n'est pas mauvaise. Alléluia. Il faut analyser les contours parce que au départ, l'évaluation qui a abouti finalement à cette annonce de reversement en fonctionnaire de l'État n'avait pas pour objectif ce que le gouvernement vient d'annoncer. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Comment est-ce que vous recevez cette information au sein donc des enseignants du Bénin? Enseignants contractuels, je veux dire. Bon, j'ai dit que cette annonce n'est pas mauvaise, mais est-ce que c'est de cette manière qu'il faut procéder au reversement des agents contractuels de droit public en fonctionnaires de l'État? Parce que l'évaluation a concerné les enseignants de sous-secteur des enseignements secondaires généraux. Et nous avons également des ACDP de la promotion 2008 dans l'enseignement technique. Il faut dire que cette évaluation n'a pas été étendue à l'enseignement technique. Ils sont combien au niveau de l'enseignement technique? Bon, nous n'avons pas le chiffre exact, mais ça doit faire plus de 1000 enseignants au niveau de la technique uniquement. Oui, au niveau de l'enseignement technique. Et l'évaluation n'a pas eu lieu dans l'enseignement technique. Elle se voit. Et au départ, ce que le gouvernement avait prévu, c'est le renforcement des capacités des enseignants, parce que les ACDP de la promotion 2008 ont été stigmatisés et on a estimé que si les résultats de fin d'année ne sont pas bons, c'est parce que il y a ceux-là qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, ils n'ont pas la qualification requise et tout. Donc, c'est à partir de ce postulat-là que l'évaluation a été organisée, mais n'a pas été étendue à l'enseignement technique, alors que nous avons également besoin des fonctionnaires de l'État dans l'enseignement technique. Voilà qu'au finish, on annonce le reversement des admis en fonctionnaire. Première appréciation rapidement de cette décision-là. Oui, je pense que c'est une avancée. Ça fait un point de moins sur la liste des revendications des centrales. Même sans les enseignants du domaine technique. Absolument. Je pense qu'il nous faut d'abord apprécier ce qui est fait et maintenant mener la lutte pour ce qui reste, justement. Encore que dans ce secteur de l'éducation, il y a encore bien d'autres problèmes à régler, bien d'autres défis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire se réjouir
réjouis de ce que on a pu procéder à ce revêtement des enseignants en tant qu'agents contractuels de l'État permanent. C'est bien. Et maintenant, avec ce que notre invité est en train d'évoquer, je pense qu'il reste encore des efforts à faire pour le gouvernement du côté technique. Allez, mais est-ce qu'en l'État, c'est possible comme ça de passer d'agent contractuel de l'État en agent permanent de l'État, quand on sait qu'il y a les modes opératoires, en tout cas pour passer pour être agent de la fonction publique, que ce soit contractuel ou que ce soit agent permanent de l'État, il y a quand même les modes qui sont très bien connus, le processus très bien connu, sauf qu'on n'a pas, en tout cas les lois n'ont pas prévu cette façon-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Franck, à reverser directement comme cela? Non, on l'avait reproché aussi d'ailleurs aux agents recrutés, je crois en 2008 aussi, ceux qui étaient contractuels locaux qu'on a reversés en contractuel de l'État directement. Non, je ne crois pas que les cas de l'administration, les ministres ou ceux qui travaillent autour de cette question-là soient tous des godillots pour ne pas respecter ce qui se fait en la matière. Je pense qu'il doit y avoir des normes réglementaires, des normes légales qui entourent tout ceci. Donc il faut aller questionner les textes qui régissent ces genres de décisions que nous prenons pour mieux comprendre si nous sommes, est-ce que nous faisons bien ou si nous faisons mal. Et comme l'a dit Eric, je pense que on a réglé, c'est un problème de régler. Maintenant, le combat des syndicalistes, de tous ceux qui portent les voix des fonctionnaires de l'État ou de tout l'ensemble de personnels de l'État devrait aller dans le sens de pouvoir faire un lobby pour que les autres soient pris en compte, ceux de la technique. Et William, quelle est la sécurité juridique? Quand on sait que même les contractuels de 2008 recrutés sous Boniaï avaient été menacés à un moment donné d'être retirés de la liste justement des agents au service de l'État. La sécurité juridique, qu'on le veuille ou non, reçoit un tout petit coup parce que toutes ces décisions ne sont que l'incidence de compromis et de discussions entre partenaires sociaux et l'exécutif. N'oubliez pas d'où nous sommes partis. Nous sommes partis de la situation des reversés de 2006 pour en arriver au genre de 2008. Et aujourd'hui, on a parlé entre-temps d'examen diagnostic. Ceux qui devraient avoir 10 devraient être reversés en tant qu'agents fonctionnaires de l'État et les autres qui étaient en dessous, qui étaient toujours des agents contractuels de droit public de l'État devraient rester toujours dans le corps. On a parlé de mise à niveau pour eux et de formation pour eux, même si les gens de la technique n'étaient pas inclus. Et c'est parce que sur l'application de l'effet de la décision de radiation de ceux qui ont boycotté carrément, que les partenaires sociaux ont sollicité leur réintégration et que cela a été admis, que l'exécutif de l'autre côté a voulu d'une manière ou d'une autre, faire une petite différence entre ceux qui ont obtempéré et non. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, ce petit cadeau va naturellement faire bouger quelques lignes juridiques, n'en déplaise. Même si l'impact est un peu plus significatif et un peu plus avantageux pour les enseignants. Et Eric? Oui, non, je pense que c'est un accord qui a été trouvé entre l'État et puis ses partenaires sociaux. Et donc, même si cela portait en tosse à l'aspect juridique, je ne vois pas quelqu'un n'est pas s'offusquer de ce que des citoyens béninois ont quitté un statut pour un autre. Oui, mais ça dépend de chaque gouvernement. Hein. Si un gouvernement arrive et voit que ceux qui étaient reversés en agent permanent de l'État gonflent excessivement, par exemple, la masse salariale, et qu'il faut trouver un moyen, il tablera sur le processus qui n'a pas été en tout cas respecté et le remercier là. D'ailleurs même, je crois que cet épouvantail a été agité même sous Patrice Talon avec justement les reversés de 2008, Alessandre Nadina. Merci, et je voudrais rappeler que le reversement des contractuels en fonctionnaire de l'État n'a pas fait l'objet de revendications par les confédérations et centrales syndicales. Je crois qu'il y a des problèmes plus sensibles, plus préoccupants, donc on ne peut pas dire que c'est une revendication qui a été satisfaite. Donc je voudrais apporter cette précision pour dire que nous devons faire l'état des lieux, parce que lorsque nous prenons les tests qui régissent les agents contractuels de l'État, nous avons le décret de 2008, le 2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Donc il faut dire que ce décret a été modifié et abrogé en 2015 et un nouveau décret a été pris en 2015, c'est le 2015-373 du 24 juin 2015
portant régime juridique d'emploi des agents contractuels. Maintenant, qu'est-ce que les textes ont prévu? Justement, allons droit au but. C'est important de rappeler cela. Déjà, lorsque nous prenons le décret de 2015, il est prévu que tous les contractuels en service au 31 décembre 2007 soient reversés en fonctionnaires de l'État. Donc, les contractuels de l'État et de la promotion d'avant 2007 et ceux de 2007 ont été déjà reversés en fonctionnaires de l'État. Donc, il est dit que ce sont ceux-là qui sont en fonction avant le 1er janvier 2008. Donc, lorsque nous prenons les promotions de contractuels qui ne sont pas reversés en fonctionnaires de l'État, il y a ceux de la promotion 2008, à partir de 2008, dont le contrat prend effet le 1er janvier 2008. Et il est précisé dans le même décret que les concernés ne peuvent pas bénéficier d'un reversement en fonctionnaire de l'État. Maintenant, si on doit prendre des dispositions, parce que lorsqu'on pose la question de savoir si on a besoin des fonctionnaires de l'État, la réponse est oui, parce que jusqu'en août 2022, nous avons 13 769 agents de l'État et sur cet effectif, il n'y a que 1401 fonctionnaires de l'État. Et comme il vient de le dire, lorsque vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, vous ne pouvez pas passer le concours pour devenir conseiller pédagogique ou inspecteur. Et la formation qui a eu lieu récemment, ce n'est pas un concours. En réalité, le décret portant statut particulier a prévu le reversement des CP déjà nommés en fonctionnaire de l'État. Et désormais, après ce reversement-là, c'est sur concours qu'il faut devenir conseiller pédagogique. Donc, les contractuels ont été exclus de la formation organisée au profit des conseillers pédagogiques ayant bénéficié de ce reversement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut légiférer, parce que ce qui vient de se passer va créer de la division même au sein des enseignants, parce que voilà une évaluation dont l'objectif au départ, selon le gouvernement, est de renforcer les capacités des enseignants. Mais nous sommes là et les plus de 50% qui n'auraient pas atteint le seuil n'ont pas vu leur capacité renforcée. Aucune disposition n'a été prise. Mais il faut aller pas à pas. Il faut finir d'abord avec aller pas à pas. Nous avons compris que le gouvernement avait ciblé. Est-ce que vous l'avez dit tantôt, parce que les contractuels de la promotion 2008 sont stigmatisés et font l'objet de menaces. Donc, cette promotion a été ciblée pour qu'un grand nombre soit éjecté du système. C'était l'objectif de l'évaluation. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est de ça il s'agit. Maintenant, puisque certains n'ont pas participé à l'évaluation, et ça n'a même pas été étendu, je l'ai dit tantôt, à l'enseignement technique, le gouvernement a voulu montrer que, bon, ceux qui n'y ont pas participé, on va leur montrer qu'ils ont quand même perdu quelque chose. Et c'est de là qu'on a décidé maintenant de faire des abus. Oui, mais il faut savoir quand même la bonne foi et la bonne démarche du gouvernement qui, au-delà de ce que vous dites, que vous êtes ciblé et stigmatisé, a quand même montré qu'il y a une volonté quand même d'amener les enseignants à avoir un niveau qui soit intéressant pour le bénéfice de l'école. Parlons un peu de ce qui change dans la vie de ceux qui auront quand même cette chance-là d'être reversés. Eric, c'est vrai que William a commencé à dire déjà, bon, quand on est agent contractuel, on ne peut pas être CP quand on est dans le domaine de l'enseignement. Mais bon, à part cela, y a-t-il d'autres choses à gagner que d'être agent de l'État? Il me semble que vous êtes journaliste, je crois. Et qu'un journaliste doit être, avant de discuter d'un thème, se renseigner, se cultiver, s'informer aussi, le sens. Donc j'attends d'être agent permanent. D'accord, allez, Franck. Non, je pense que en tant que tel, ils doivent bénéficier de tout ce que l'État met à disposition de l'agent permanent de l'État. Et puis, mais aussi dans leur esprit, je pense qu'il y aura certainement une forme de tranquillité retrouvée, n'est-ce pas? Tranquillité. Encore que quand dans le lot, il y a un renforcement qui voulait ça, qui souhaitait ça, et qui l'ont aujourd'hui.
voyez-vous, qui certainement faisait objet certainement de frustration, qui certainement est calmé aujourd'hui, et in fine pourra davantage leur permettre à bien s'occuper des élèves dans les collèges, et à bien véritablement travailler comme cela se devait. Je pense que la question de l'évaluation, l'argument que le gouvernement avait relevé, c'était vraiment de voir le niveau des enseignants et de voir dans la mesure du possible comment il faut renforcer ces niveaux pour que au niveau des collèges, on puisse, au niveau des cadres d'enseignement, on puisse davantage véritablement donner le meilleur des connaissances aux enfants. Maintenant, est-ce qu'on a atteint cet objectif? Je pense que les enseignants n'ont pas forcément cette compréhension des choses. Maintenant, après, quel est l'intérêt d'un gouvernement de cibler dans un secteur donné? Allez, on ne va pas relever la polémique. Oui, Franck. Non, moi je pense que... Qu'est-ce que ça change à leur dire? Non, ça change. Ils ont une certaine sécurité et en matière de gestion de leur carrière. Moi, je pense que ça va être plus suivi et ils auront un peu une certaine tranquillité. Et maintenant, tous les arguments, l'un mis dans l'autre. Moi, je pense que le gouvernement a trouvé, à mon avis, la passerelle, en tout cas le moyen de procéder à ce reversement-là, pour ne pas allonger les procédures qui sont peut-être parfois trop pesantes lorsqu'il s'agit de reversement, parce que avec le développement que M. Adina a fait tout à l'heure, si on doit procéder, en tout cas par étapes, je pense qu'on n'en viendrait pas à ce reversement-là tout de suite. Il faut aller pas à pas et régler certains problèmes d'abord. Mais on aurait souhaité que tous les détails qui doivent être pris en compte, ceux qui se sentent pas pris en compte, soient pris en compte pour que nous n'ayons pas d'autres frustrations. Parce que lorsque vous réglez un problème et vous en créez un autre, ce n'est pas du tout bien. William, si c'est juste pour être conseiller pédagogique, désolé, je ne suis pas en train de minimiser en tout cas la fonction et le grade. Si ce n'est que ça, ma foi, on n'a pas besoin de se traumatiser autant, non? Absolument, et je vais parler sous le contrôle de notre invité. Être fonctionnaire de l'État, ce n'est pas que pour passer des évaluations internes et monter en grade. C'est une carrière sécurisée. On ne parle plus forcément d'agent permanent de l'État, mais le statut de fonctionnaire de l'État, c'est le statut de l'agent le plus sécurisé de l'État, dont le processus de sortie de la fonction publique est extrêmement difficile. Et pour le peu que je connais du droit administratif, les avantages, les privilèges inhérents à ce statut en matière pécuniaire ne sont pas moins importants non plus. Ah oui? Oui, vous savez, un agent contractuel de l'État et un agent permanent de l'État, peut-être que l'information contraire viendrait de Alexandre Adjilan, c'est pas la même rémunération. Et de l'autre côté, s'il y a des normes qui dérangent, s'il y a des normes dont l'application pose problème, je crois qu'on peut les actualiser de sorte à ne pas frustrer d'autres. Parce que si 1000 enseignants n'ont pas eu la chance de composer cet examen ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, puisqu'ils ont été invités, ils ne se sont pas présentés dans les centres. Je ne parle pas de ceux qui étaient dans l'enseignement général et qui ont boycotté. Vous parlez de c'est peut-être là que Alexandre Adjilan ne m'avait pas compris. Je dis que eux, les partenaires sociaux, avaient demandé que le gouvernement les réintègre et cette doléance a été entendue. Et c'est à cela que le gouvernement a voulu en retour faire ce bonus aux agents. Les gens du secteur de la technique n'ont pas pu composer et aujourd'hui ils ne sont pas reversés. Il faut trouver un moyen pour eux aussi de les envoyer. Alessandre, qu'est-ce que ça change au statut entre agent contractuel de l'État et agent permanent? J'ai dit tantôt que il y a la possibilité, parce que dans le système on a besoin de renforcer le corps de contrôle, parce que le corps de contrôle est composé des conseils pédagogiques et des inspecteurs. Donc, il y a la rémunération aussi qui change. Non. D'abord, lorsqu'on parle de carrière sécurisée, je dis, avec les lois qui ont été votées, la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, on peut renvoyer un fonctionnaire de l'État, on peut renvoyer tout le monde à tout moment. Donc, carrière sécurisée, non. Administratif, on ne peut pas j'ai la parole. Je dis, avec cette loi-là, on peut renvoyer, que vous soyez agent contractuel de l'État ou fonctionnaire de l'État, on peut vous renvoyer n'importe comment. La différence, on va lui permettre.
plaît, la différence de c'est s'exprimer, oui. et la procédure de radiation diffère lorsqu'il s'agit. C'est à ce niveau. C'est de la sécurité. Non. Je voudrais dire que avec cette loi-là, aucun emploi n'est plus sécurisé. Est-ce que vous voyez? Même le fonctionnaire de l'État, entre-temps appelé agent permanent de l'État, n'est pas à l'abri de la radiation. Donc, il n'y a pas un gain en tant que tel à ce niveau. L'autre la rémunération? Non. Il n'y a aucune différence. Comment ça? Non, aucune différence. Ça, expliquez-nous, je veux bien comprendre comment lorsque vous prenez un agent contractuel de l'État et un fonctionnaire de l'État qui ont les mêmes grades, ils ont les mêmes salaires. Ça, il n'y a aucun incident financier. Que ce soit l'allocation familiale, que ce soit le traitement salarial, il n'y a aucune différence. Donc, lorsque j'ai découvert sur les réseaux sociaux que le porte-parole du gouvernement a parlé de 4 ans de rappel, je dis, mais rappel lié à quoi? Moi, je voudrais qu'on me démontre le contraire. Sinon, il y a des rappels. Nous avons des collègues. Non, il n'y a aucun rappel. Il y a des rappels. Les rappels sont liés à quoi? Rien du tout, parce que il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre les salaires. Lorsque nous prenons la différence, nous l'avons dit. Procédure de radiation, on ne va pas appliquer une sanction de premier degré ou de deuxième degré pour sortir un fonctionnaire de l'État. Et alors que la chose est possible avec un agent contractuel de l'État. En dehors de ça, il a la possibilité de devenir conseiller pédagogique ou inspecteur, est-ce que vous voyez? Et il faut passer le test pour pouvoir devenir conseiller pédagogique ou inspecteur. En dehors de ça, il n'y a pas de différence. Allez, on va permettre aux autres maintenant de réagir. C'est juste la question de la radiation. Pourquoi un État se donnerait du mal? Enfin, pas du mal. L'État qui procède à un revêtement se donnerait encore du mal à radier. Oui, mais c'est là affaire à des agents un peu difficiles à contrôler. Voilà, non, pas un peu difficile, peut-être qui tombe sur le coup de la loi ou qui pose en termes de sanctions. Ça, c'est pas l'État. Je pense que dans tout secteur, il y a une forme qui voudrait que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation soit sanctionné. Oui, Franck? Non, je voudrais dire que moi, je pense plutôt qu'il y a une sécurité. Si vous faites bien votre travail, vous ne serez pas radié. Même si vous êtes contractuel? Oui, même si vous êtes contractuel. Même si vous il n'y a pas de différence quand vous êtes un agent. Oui, vous êtes un agent, vous faites bien votre travail. La loi a été prise pour prévenir les dérives que nous observons dans la société, dans l'administration. Parce que vous voyez des agents qui ne travaillent pas et qui parfois à la fin du mois sont les premiers à aller au guichet. Et qui s'énervent quand il y a trop de retard. Il y a le point d'incompréhension est élevé à mon niveau. Alessandre Adjena a été très clair. Certes, aucun emploi n'est plus sécurisé, mais la procédure n'est pas la même pour les agents contractuels et les agents permanents. Et ça fait déjà une différence de sécurité. Et je crois que je n'ai pas de réaction à propos. Allez, on va finir cette discussion. Non, Alessandre, vous avez un mot rapidement pour finir? Non, je crois qu'il faut légiférer. S'il faut prendre un décret, il faut le prendre pour que tous les agents contractuels de l'État puissent bénéficier d'un reversement en fonctionnaire de l'État. D'abord, les différents décrets ont besoin d'être relus parce que lorsque nous prenons le décret... travail administratif se fera. Oui, parce que tous les décrets se sont référés à la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut des agents permanents de l'État, alors que nous parlons désormais de la loi portant statut général de la fonction publique qui reconnaît les fonctionnaires de l'État, les contractuels de l'État et les agents des collectivités locales. Donc, il faut éviter la discrimination et faire de tous les contractuels des différentes promotions à travers un décret, c'est-à-dire la promotion 2008, 2009, 2012, 2014 et 2017. Il faut prendre un décret et définir clairement les conditions de reversement. Par rapport aux aspirants, la question fait débat parce que on doit, les aspirants, leur reversement en agent contractuel de l'État. Voilà. Oui, mais on va pas mettre plusieurs choses à la bouche. À la fois, il faut permettre au gouvernement de respirer. Non, le gouvernement a promis organiser une formation. Ça va venir. Au profit. Non, on a parlé de juillet et d'août. Le mois de juillet est terminé. Il n'y a pas eu de formation. On a parlé de l'évaluation en août pour faire des agents contractuels de droit public de l'État. Nous sommes déjà
pratiquement en août et les modalités de cette évaluation ne sont pas définies. Oui, mais Alessandro Nadina, vous connaissez un peu la lourdeur administrative et comment est-ce que ça marche. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. Ne savez pas pressé, ça va venir. Non. Allez, on va changer de sujet, chers messieurs. On va passer à ce qui se passe un cran au-dessus donc des enseignants dont on vient de parler. Je vais parler de l'université d'Abomey-Calavi où là-bas une autre rectorale énerve les enseignants. Désormais, il est interdit, en tout cas à ceux qui veulent soutenir la mémoire de maîtrise, de master ou de licence, ou encore soutenir leur thèse de doctorat, d'avoir à échanger quelques libéralités avec les membres du jury. C'est un sujet qui élève beaucoup là-bas. J'ai fait un tour hier pour mieux m'informer au sujet de la note. Ma foi, l'accueil est vraiment incandescent. Eric, comment est-ce qu'on peut comprendre cette note? J'ai lu la note. J'en ai eu pour ma dose hier, en tout cas. Du recteur. Félicien Vlissi, je pense que, enfin, moi, ça a été motivé par le fait qu'il faut une forme de justice, d'équilibre, de transparence, n'est-ce pas, à l'occasion de ces soutenances-là. Et donc, pour les gestes que nous observons, les petits gestes que nous observons, cela porterait entorse, n'est-ce pas, à l'équilibre des soutenances, à la transparence. Maintenant, est-ce que cela va véritablement garantir ça? Oui, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est... Il faut le reconnaître, hein. Nous donnons des vins, nous donnons tout ce que vous voulez. Vous en avez donné aussi alors. Oui, ça c'est clair. C'est de l'autorité publique. Quand vous finissez. Et ma foi, il me semble que quelque part aussi c'est inscrit comme cela de la culture ou quand même quelqu'un qui vous a aidé peut-être à faire quelque chose, il faut lui être reconnaissant. On va pas chez le roi, les bras ballants, dit-on en fond. Donc on peut comprendre. Absolument. Mais est-ce que cela a une incidence directe sur la qualité de l'évaluation par rapport justement à ce qui est fait pendant la soutenance? C'est là toute la question, Franck. Justement. Non, ce n'est pas un pain, une bouteille de vin ou encore un bidon de Posotomé qui va changer, disons, la position de quelqu'un qui est venu apprécier un travail, qui va changer sa position. Moi, je suis désolé. C'est vrai que ça se fait dans des conditions où on a tendance à en tout cas transformer les lieux un peu en lieu de festin et tout ça. Mais dans le fond, quelqu'un que vous invitez, comme vous l'avez dit, la culture africaine veut que quand vous invitez quelqu'un, la personne est venue quand même apprécier votre travail. Qu'on lui donne de l'eau, chez nous, on donne de l'eau. C'est une manière de dire bonne arrivée, merci pour le travail que vous avez fait. Maintenant, ça doit être fait dans des conditions qui doivent être définies par les organisateurs. Moi, je suis d'accord qu'on ne balance pas les emballages un peu partout pour montrer que vous donnez de vin, que vous donnez des sandwichs, ou vous donnez des petits fours à un examinateur ou aux membres du jury. Et même ceux qui font le déplacement. Vous prenez l'université d'Abomey-Calavi, quelqu'un qui a quitté Akokpa, qui est venu vous soutenir. J'ai vu une petite blague sur les réseaux sociaux. On dit pas de sandwich, pas de soutenance. Un peu pour dire, je ne veux pas si je ne suis pas sûr. Oui, parce que nous voulons quand même soutenir nos parents et on ne peut pas manger des sandwichs. Oui, on peut le faire organiser dans un cadre assez défini. On va être sérieux, oui. En fait, n'est pas interdite pour les étudiants à l'endroit de leurs collègues, de leurs camarades étudiants ou de leurs parents, mais à l'endroit des membres du jury. Qui sont les membres du jury? On a un directeur de thèse ou un maître de mémoire qui est l'enseignant que l'apprenant, l'impétrant a dérangé toute sa vie pour pouvoir faire le travail parce qu'il est en apprentissage. Ces unités sont à sa disponibilité. On a un examinateur, on a un président du jury, quand le jury est au moins de 3, des universitaires qui ont je ne sais combien de soutenances dans une seule année, ont un agenda académique à dérouler, ont des conférences parce qu'en tant qu'universitaire, ils constituent la doctrine d'un État et donc l'expertise étant sollicitée, ils le font. Donc des gens dans ce contexte, parfois vous voyez des gens, ils exultent déjà de voir un seul nom dans leur jury. Pour eux, c'est une autorité terrible à la qualité du travail qu'ils font. Par ce principe, l'étudiant ou l'impétrant, par redevabilité, a envie de dire, cher grand enseignant, je suis honoré d'avoir l'attention d'une autorité, d'un universitaire de votre trempe. Et c'est en cela que je vois que le geste intervient après l'examen. Vous n'allez pas me dire qu'un professeur titulaire du plus du 1,5 million à la fin du mois espère
ou est influencé par la bouteille de vin qu'il espère à la fin d'une soutenance par un apprenant. Oui, mais là, je suis dérangé. Il y a que, moi, quand j'écoutais un peu toutes les deux parties, parce que j'ai écouté enseignants hier, j'ai écouté aussi étudiants, il y a des étudiants qui disent, il y a certains enseignants qui exigent une qualité de vin, par exemple. Je suis d'accord. Une gamme de vin, par exemple. Un contenu de sac, par exemple. Et là, l'étudiant commence par se servir. Je suis d'accord, Tanguy. Ou parfois, l'enseignant n'exige rien, mais parce que c'est la coutume, l'apprenant qui n'en a pas les moyens est plus préoccupé par ça que même les frais avec lesquels il va imprimer peut-être les exemplaires de son formulaire. Cette coutume, parce que nous sommes dans un contexte où il y a, nous n'avons pas les mêmes bourses, nous n'avons pas les mêmes ressources. Je suis d'accord que c'est ça surtout que vise la décision rectorale au nom du conseil scientifique. Ne l'oubliez pas, c'est pas une décision unilatérale du recteur, c'est une note de service du recteur, mais lisez bien, c'est au nom du conseil scientifique. Donc c'est un collège universitaire, donc des pairs de ces universitaires, c'est ce collège qui a pris la décision. Moi je crois que d'un côté comme de l'autre, il y a un intérêt à s'intéresser à la décision, mais tel que rendu, je comprends la frustration des universitaires et je comprends aussi l'intérêt du recteur. Ils sont frustrés. Merci. Alessandre, oui. Je crois que les enseignants ne sont pas une bouteille de vin prêt, sandwich ou autre, non. On a eu des échos aussi au niveau de l'école je crois que normale supérieure. C'est compliqué. Non, ceux qui exigent des qualités de vin ou telle chose font partie peut-être de l'exception. Parce que ça, c'est pas la règle. Ce qu'on peut éviter, c'est de transformer, vous l'avez dit tantôt, le lieu de soutenance en un lieu de fête. Elle se voit. Mais en dehors de ça, je crois que ce cadeau ne peut pas influencer l'évaluateur. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est à la fin de la soutenance que les cadeaux sont présentés, parce que dans les lycées et collèges aussi, nous avons des stagiaires qui sont évalués, qui font l'objet d'évaluation, ils soutiennent ou bien ils présentent un travail qui est apprécié par un jury composé de 3 membres. Donc quand ça finit, rien n'est exigé, c'est l'étudiant, le stagiaire qui décide d'offrir un cadeau symbolique aux membres du jury. Et ça, c'est après l'évaluation. Oui, mais il y a un aspect que William a soulevé et qui est, ma foi, très intéressant. C'est que l'apprenant ou l'impétrant, parfois, il est très emballé par la fête qu'il doit organiser. Il a une image peut-être à faire passer dans la tête des gens. Et plutôt que de prendre ses maigres sous pour multiplier les copies à mettre à disposition des évaluateurs et des membres du jury, préfère plutôt se concentrer sur le nombre de casiers de bouteilles de bière à acheter, etc. Et ça constitue, ma foi, un poids sur son rendu. Justement, je n'ai pas retrouvé, par exemple, cet aspect en termes de raison pour justifier la note de service. Le recteur parle d'équité, d'équilibre, l'intégrité, l'impartialité. Oui, mais on peut en faire tout cela dedans. Justement, ici, on n'est pas tous... vous voyez, voilà, pour assurer des évaluations, comme on dit, de façon juste. Est-ce qu'au niveau du rectorat, mais du conseil scientifique, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, par ce geste, les bouteilles de vin empêchent... Les bouteilles de vin, non, ont amené un jury, je ne sais pas, à peut-être donner un 15 plutôt qu'un 14, à peut-être... Donc, c'était... On ne peut pas le savoir d'ici. Non, parce qu'il n'y a pas d'impartialité, pas de justice. Donc, c'est tellement clair au niveau des rectorats, ils ont eu des éléments de preuve ou des membres du jury sont rendus coupables en delà de notre fantaisie. Parce qu'ils ont reçu des cadeaux. Le mal, donc le conseil scientifique peut réfléchir dans ce sens pour prévenir aussi, sans forcément des données. Et comment ils feraient? Bon, c'est ça qu'ils ont fait. De prendre la décision. Moi, j'aimerais rappeler qu'il y a des maîtres mémoires qui financent plutôt les travaux des impétrants sous eux, par l'assiduité de ces jeunes gens. Oui, mais c'est quand ils ont besoin de leurs documents pour évoluer aussi en grade. Et ça, on le sait. Pas forcément. Parfois, moi j'ai un cas particulier, par exemple, d'un proche qui, après sa licence, a été approché par l'université qui lui dit, dans ma spécialité, avec ton niveau, si je travaille avec toi, je le booste ton potentiel, tu seras bon. Aujourd'hui, il est en thèse. Pour dire, et c'est grâce à lui, ici, on doit tenir compte des maigres ressources du village là. Ce monsieur ne ferait jamais un master, par exemple. Donc, pour dire que les universitaires ne se résument pas à ça, et il faut relativiser. Alors, si moi je suis dans un jury, et l'impétrant m'appelle pour dire
vous aimez quelle qualité de vin? Je vais lui citer toutes les qualités de vin que moi j'aime. Parce que moi j'ai des préférences. Mais généralement, ils n'appellent pas, non? Généralement, ils appellent pas. Non, c'est pour dire ce qui exige. Je veux telle qualité de vin. Si vous m'approchez, moi je vais vous dire, je veux la fiole de pape, je veux un bon vin Bordeaux. Merci pour la pub. Mais déjà, comme vous appelez pour prendre votre goût, déjà. Dans votre esprit, vous êtes déjà pris. Il y a le fait de la salivation. Non, mais le jour de la soutenance, on m'a déjà appelé pour prendre mon avis. Et donc, dans les questions que je dois poser pour davantage mettre et ces cadeaux-là puissent influencer les examinateurs, les évaluateurs au point de biaiser. Au point de biaiser la qualité du travail. C'est ce que le jusqu'à dit. ce niveau. Allez les gars, je ne crois pas. Merci beaucoup, c'était de bons moments d'échange. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Eric, William, Alexandre et Franck. Merci d'être passé par ici ce matin. Mesdames et messieurs, on va s'intéresser un peu maintenant à ce que nous propose ce matin le duo, éternel duo de mardi matin. Je vais parler de Ouliat Sanoussi et de Moufid Sabourin en termes donc d'immersion. Nous allons aller... Qu'est-ce que je dis là? Nous irons à la découverte. Peut-être que c'est la qualité de verre qui me perturbe déjà. Nous irons à la découverte d'un homme dans son métier. Richard Aïdodé est maître couturier, mais il est spécialisé surtout dans la confection des tenues d'âme et pas n'importe lesquelles. Il a un doigté et une précision admirable dans les modèles de femmes nigérianes, comme vous le connaissez, avec des spécificités de coupe, de couleur et d'achalandage, comme vous pouvez le connaître à la culture nigériane. C'est un maître. Voici immersion de ce mardi matin. Monsieur Richard Aïdodé, vous faites de la couture, du stylisme, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres couturiers? Sans vous mentir, moi, ma formation que j'ai faite, c'est un peu différent. Parce que ma formation, après avoir travaillé ici, là, j'ai voyagé au Nigeria. Donc, ma formation, je suis focalisé sur la couture d'âme. Donc, ma formation, c'est la couture d'âme. Les tenues de mariage, tenues de dot, soirée, tout et tout. Même les rebelles, je fais ça. Mais je coudre pour les hommes, mais je n'ai pas le temps pour coudre les tenues des hommes parce que les femmes, pour toutes femmes là, j'aime trop ça. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. On va sûrement aller à l'atelier tout à l'heure pour voir le processus de réalisation, de confection d'une robe, peut-être d'un pantalon ou d'une jupe. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin alors? Bon, ce matin, je vais poser une robe droite. D'accord. Robe droite, je vais vous confectionner ça et vous allez regarder ça. D'accord. On ira à l'atelier pour voir comment ça se passe. Ça va me faire plaisir. Allons-y. Eh bien, monsieur Richard Aïdodé, nous sommes dans l'atelier. Oui. Vous avez dit que vous allez confectionner une robe pour nous. Droite. On va voir le processus, la coupe que vous allez faire. Avant de commencer, c'est une robe. Je prends la longueur. Ici, c'est la longueur taille qui est 18. Après la longueur taille là, je prends la longueur 5, 11. Et je fais le traçage en même temps. Parce que chez Richard Fashion là, je fais les traçages sur une popeline d'abord. Avant de couper ça pour déposer sur le pagne. Donc ici maintenant, c'est en bas du sein. Après en bas du sein là, la cliente là, sa mesure est 35. Donc mon écartement sein est 4. Ça c'est le coupe du Nigeria ça. Voici le sein. Vous voyez maintenant, j'ai déjà formé le sein en même temps. Ça se voit. Et voici le sein.
qui est coupé comme ça, c'est une corsette. Voici ça. Donc je vais donner à mon apprenant, je vais lui donner les instructions. Il va couper ça rapidement. Attends. Il faut défaire ça, tout placer comme d'habitude. Il faut découper ça. Voilà, c'est la première étape. On a vu la coupe, on verra la couture et la fin de la robe. À tout à l'heure. Alors dites-nous, monsieur Richard Aïdodé, pourquoi vous choisissez ce métier? Moi, depuis mon enfance, la couture, c'est une passion pour moi. Parce que au moment que je suis enfant là, je prends mon aiguille et je vois mon grand, parce que mon grand frère est un styliste. Et à son ami, il n'est plus. Donc, au moment que je vois mon grand frère en train de coudre là, je prends mon aiguille, je m'amuse avec ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un beau jour là, ce que mon grand frère est en train de faire, c'est là, je vais rentrer dans son domaine. C'est pour ça que j'ai rentré dans le stylisme. Aujourd'hui, ça vous fait combien d'années dans le métier? Sans vous mentir, j'ai déjà fait 20 ans dans le domaine. J'ai resté chez un grand frère. Même pendant 3 mois là, j'ai déjà commencé par coudre les pantalons avec poche arrière. Donc quand j'ai déjà fait 3 mois, j'ai déjà commencé par coudre. Donc avec 3 ans, non, je suis déjà au top. D'accord. Vous avez fait la formation où? Ma formation, j'ai fait ça chez mon grand frère. Il s'appelle Loketo Couture. Il n'est plus. Après la formation de mon grand frère, j'ai commencé par travailler dans les petits coins. Je fais les ouvriers. Donc c'est ça qui m'a perfectionné, devenir Richard Fashion aujourd'hui. Le métier, il est passionnant pour vous. Oui. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail? Bon, il y a trop de difficultés dans notre domaine parce que moi, il y a des stylistes et des couturiers. Parce que si une cliente te donne un modèle et tu es incapable de faire ça, ça va te donner des casse-têtes. Ça, c'est une difficulté. Ou bien, la cliente va amener son travail aujourd'hui, il va dire que le soir, je vais prendre. Et au moment que tu es en train de travailler, ils ont coupé le courant. Et tu n'as pas le pot pour allumer en même temps. Ça va te donner les difficultés. Vous voyez, non? Donc, au moment que tu es en train de travailler, et ton machine est en train de te donner ce que tu veux là, le machine ne te donne pas. Tu vas commencer par énerver, les apprenants aussi vont te... Ce que tu veux, tu donnes un apprenti, il a gâté ça. Toi aussi, c'est des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés dans notre domaine. Nous sommes dans l'atelier, il y a plein de jeunes qui sont avec vous. Ce sont vos apprentis, ce sont vos ouvriers, c'est vous qui les formez. Comment ça se passe ici? Bon, ici, c'est rien que les apprenants. Rien que les apprenants, parce que ce sont les apprenants qui ont déjà leur bac. Donc après leur bac, autant de temps maintenant, notre président dit que après ton diplôme là, tu n'as qu'à chercher un autre métier pour t'accompagner. Donc avec les apprenants qui sont ici là, je suis satisfait parce qu'ils aiment le métier. Alors, monsieur Richard Aïdodé, nous revoilà. La couture de l'habit est en cours, mais nous allons continuer les échanges. Dites-nous, le métier, est-ce qu'il vous permet de vous épanouir? Pourquoi pas? J'ai 4 enfants, j'ai ma famille, et la famille est là, ma femme est là, donc le loyer est là, tout est là, donc ça nourrit beaucoup. Ça fait tout pour Richard Fashion. D'accord. Dites-nous, quels sont vos projets, vos ambitions pour ce métier qui vous passionne tant? Moi, je suis en train de faire un programme et je vais organiser une grande défilé du monde de pays. Parce que je suis au pays maintenant, ça fait déjà 4 ans, donc je n'ai jamais participé
à un défilé du monde. J'aimerais ouvrir un grand centre de formation. C'est ça qui est mon souhait. Ah, alors là, on va s'arrêter un peu parce que la couture de l'habit est terminée. Ah oui, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voici la robe. Waouh. Ça, c'est Cosette. Ça, c'est la robe qui est terminée comme ça. Voilà, chers téléspectateurs, vous le voyez. La robe droite dont avait parlé Richard Aïdodé. Voilà, c'est fini. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, j'ai été habillée par Richard Aïdodé. Cette tenue a été confectionnée par lui. Merci beaucoup, Richard Fashion. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette immersion dans l'univers de Monsieur Richard Aïdodé. Je rappelle qu'il est couturier, styliste. Avec lui, nous avons découvert le processus de confection d'une tenue, d'une robe droite. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Et voilà, c'était donc la belle réalisation de Ouliat Sanoussi, toujours accompagné les mardis matins de Moufid Sabouran. Aujourd'hui, ils se sont intéressés, le couple s'est intéressé un peu à Richard Aïdodé, qui est spécialiste donc de tenue d'âme, notamment style nigérien importé. Allez, on va faire rapidement la transition pour recevoir notre invité ce matin. Et voici chez vous Michel Zounon, conseillère clientèle à Canal Plus Bénin, agence de Segbeya à Papa Cotonou. Madame Zounon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci beaucoup. Alors vous êtes là pour nous parler des offres promotionnelles à Canal Plus. Nous sommes en vacances. Vous voulez accompagner les vacanciers et aussi les parents dans leur moment de distraction, de repos à la fois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous? Eh bien, en fait, tout ce mois, cette période-ci, nous avons une très belle offre pour tous nos abonnés. Genre, pour tout réabonnement, plus 2000, le client bénéficie automatiquement des chaînes Canal Plus pendant 30 jours. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, pour tout abonné qui est à la formule Access de 5000, de 5000, dès qu'il se réabonne jusqu'au 2 août prochain à la formule de 7000, il bénéficie de celle de Access Plus de 15 000 pendant 30 jours. Donc, il aura sa formule Access Plus toutes les chaînes Canal Plus. Alors, il a toute une liberté de chaînes, de choix aussi. Voilà, il aura toutes les chaînes Canal Plus du 1 au 26, en plus de sa formule de 5000. Et pour un abonné qui était à 10 000 évasions, dès qu'il se réabonne à 12 000, il bénéficie automatiquement de la formule évasion plus de 20 000 pendant 30 jours. Oui, mais ceux qui étaient à 20 000 ne vont pas être très contents, non? Si, dès qu'ils font 22 000, 2 000, dans la formule tout canal, c'est de 40 000 pendant 30 jours. Ah oui? Oui. Donc tout le monde a pour son compte? Tout le monde en a pour son compte cette fois-ci. À part les 2 000 de surplus, y a-t-il d'autres conditions pour accéder à ces offres-là? Non, c'est juste ça. Dès que vous réabonnez plus 2000, vous avez automatiquement les chaînes Canal Plus pendant 30 jours. Néanmoins, il y a toujours la semaine généreuse qui est là. Dès que le client se réabonne avant échéance, mais s'il fait toujours sa formule sans compléter les 2000, il bénéficie de la formule supérieure pendant 7 jours. De 2 semaines? Non, 7 jours, oui. Désormais. Oui, désormais c'est 7 jours. Allez, nous qui nous perdons rapidement dans les manipulations de télécommande et autres, comment est-ce qu'on va s'aider? On peut vous appeler directement ou on peut appeler, oui. Alors, quel numéro on peut taper là? Ok, le numéro de notre agence à Segbeya, c'est le 65 00 61 56. Et nous sommes à Kpakpa, juste au carrefour Segbeya. J'ai un petit souci, c'est la prise en charge, je dois dire, de l'intervention du technicien. J'espère que désormais vous nous aidez à nous soulager de ces... Bien sûr, si vous avez un souci, il faut juste nous contacter, on pourra vous gérer cela. Gratuitement? Ça dépend. Hein. Ça dépend? Oui. Ça dépend de la panne. Voilà, mais généralement, le service après vend le dépannage est à 3 000 francs chez nous. 3 000 francs. Oui. Vous me rappelez le contact rapidement? 65 00 61 56. Et je voulais aussi rajouter, nous avons lancé officiellement la chaîne A+ Bénin. Ah tiens, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, voilà. Venu directement de Cotonou. Exactement, c'est de canal 271.
j'invite quand même les gens à se câbler sur cette chaîne pour regarder les nouveautés que nous avons. Pourquoi pas? C'est une chaîne qu'on a dit retourner vers nos valeurs, nos cultures. Oui, c'est le miroir du vraiment, pays. voilà, exactement. On rappelle rapidement l'offre promotionnelle, s'il vous plaît. Oui, pour tout réabonnement plus 2000, le client bénéficie automatiquement des chaînes Canal Plus pendant 30 jours. S'il était à la formule Access plus 5000, il fait 7000, il a la formule Access plus, c'est le 15 000 pendant 30 jours. C'était à Évasion 10 000, il fait plus 2000. Il a Évasion plus pendant 30 jours. Voilà. Michel Zouno, merci beaucoup. Merci Je à vous. rappelle que vous aussi. êtes conseiller clientèle à Canal Plus Bénin, précisément à l'agence de Segbeya qui est à Papa. Merci d'être passé sur Actu Matin. Merci. Bonne journée. Hein. Mesdames et messieurs, la transition pour santé sur Actu Matin. Voici donc sur la page santé d'Actu Matin, on va parler un peu de l'allaitement maternel. Ce matin, Zaket Latondi, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors le 1er août, c'est la journée mondiale de l'allaitement maternel. Et vous avez décidé qu'on en parle ce matin. Pourquoi l'allaitement maternel et quels en sont les avantages? Alors, pourquoi on en parle déjà ce matin, pour rester collé à cette actualité, j'allais peut-être vous demander si vous avez souvenance de ces moments-là où vous avez été allaité. Ouais, on a toujours été petits et bon, enfin, on ne se souvient pas toujours. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère, par exemple? Oui, une fois. Très bien. Je me rappelle, oui, si. Je me rappelle une fois, je lui ai demandé, quand mon petit frère était né, je lui ai demandé quel est le goût que le lait maternel devrait avoir. Elle m'a invité à goûter. J'avoue que c'est un goût bizarre. Un goût bizarre parce que vous étiez déjà un peu plus grand. Mais pour l'enfant qui vient de naître, et d'ailleurs la première était extraordinaire. Absolument, chez les enfants, oui. Et c'est d'un goût vraiment très agréable pour les enfants. Ils en ont besoin et c'est d'ailleurs de ça que les enfants en ont besoin quand ils sont tout petits. Voilà pourquoi, justement, chaque 1er août, la communauté internationale attire l'attention de toute la population sur l'importance de l'allaitement maternel. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des parents qui ne veulent plus vraiment nourrir exclusivement les enfants au lait maternel pour des raisons d'esthétique pour certains, raisons de disponibilité pour d'autres, mais il y a toujours des moyens de faire en sorte que les enfants soient nourris le plus longtemps possible au lait maternel parce qu'il y va justement du bien-être de ces enfants-là. Donc, chaque 1er août et toute la semaine, la première semaine du mois d'août d'ailleurs, un peu partout dans le monde, vous allez voir des campagnes de sensibilisation, d'information. Et même dans les maternités, dans les hôpitaux, il y a également ces séances-là qui sont organisées à l'endroit des mères, des futures mamans aussi, pour vraiment attirer l'attention sur l'importance de l'allaitement maternel. L'avantage qu'il y a dans l'allaitement maternel, c'est qu'en fait, c'est gratuit. Alors vous voyez, il y a un lait qui est gratuit comparativement à un autre lait que vous devez acheter en pharmacie ou alors simplement chercher d'autres éléments pour faire la bouillie aux enfants. Ça également, ça a son importance et à un moment donné, on est obligé d'intégrer ça dans l'alimentation de l'enfant. Mais très tôt, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande d'ailleurs que l'enfant soit nourri exclusivement au lait maternel pour les 6 premiers mois de vie. Exclusivement au lait maternel. C'est un peu contraignant pour les parents parce que on demande de nourrir l'enfant à la demande. C'est-à-dire que chaque fois que l'enfant exprime le besoin, se met à pleurer, donc n'arrive pas à bien dormir, il faut systématiquement vraiment aller à l'allaitement pour permettre à l'enfant d'avoir le lait qu'il veut. Mais ça demande également à la mère d'être bien nourrie. Parce que la qualité du lait que l'enfant dépend de l'alimentation de la mère. Donc, on demande vraiment à la mère d'être bien nourrie, de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme élément nutritif indispensable pour son développement soit contenu dans son alimentation pour que l'enfant en retour puisse en recevoir. Donc, l'OMS préconise l'allaitement maternel les 6 premiers mois.
exclusivement, donc pas d'ajout d'eau, de tisane, de quoi que ce soit. J'allais demander justement les tisanes de nos grands-mères. Ça nous faisait quand même du bien, non? On était d'une robustesse inouïe. Oui, c'est vrai, mais quand vous vous rapprochez du personnel médical, c'est déconseillé. C'est déconseillé surtout parce que les différentes plantes qui entrent dans la composition de cette tisane-là ne sont pas toujours bien maîtrisées. Ensuite, la quantité de cette tisane qu'on donne aux enfants n'est pas également toujours bien maîtrisée et ça peut causer d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous avez souvenance de ces moments-là où on était enfant, où on nous obligeait carrément à prendre cette tisane-là. On nous forçait à prendre. Pas de bol de tisane, pas de petit déjeuner. Non, même parfois c'est vraiment avec ah oui, quand on est enfant, il faut boucher le nez de l'enfant et à la prochaine respiration, l'enfant est obligé d'ouvrir grandement sa bouche et puis il y a une bonne gorgée de tisane qui rentre par là. Ce n'est pas si mauvais que ça, cette tisane-là, quand on arrive vraiment à faire attention aux éléments constitutifs et à faire attention également à la quantité qu'on donne aux enfants. Mais si on doit faire vraiment référence aux dispositions de l'Organisation mondiale de la santé, c'est allaitement maternel exclusif sans ajout d'eau, sans ajout de tisane jusqu'à 6 mois, en tout cas le plus longtemps que possible. Et à partir de 6 mois, on peut faire recours maintenant à un allaitement mixte, c'est-à-dire qu'il y a le lait maternel et à côté, on ajoute une bouillie, la bouillie au biberon pour permettre vraiment à l'enfant d'être plus rassasié, on va dire. Parce qu'à un moment, plus il grandit, plus il a besoin d'une quantité importante. Mais ce qui est important, c'est vraiment de respecter les 6 premiers mois. J'ai une curiosité. Les mamans qui ne sont pas disponibles, est-ce qu'elles peuvent embouteiller le lait maternel pour permettre à l'enfant d'en disposer quand il en a besoin? Oui, bien sûr, c'est possible. Et d'ailleurs, dans le commerce aujourd'hui, vous avez de ces gadgets, qu'on va dire, qui vous facilitent également je vous vois écarquiller les gros yeux. Pas des gadgets qui viennent remplacer le lait maternel. Ah d'accord. Non, c'est à quoi je craignais que vous atteigniez. C'est à quoi je craignais que vous pensiez. C'est qu'il y ait sur le marché, je dois dire, des bouteilles de lait maternel disponibles pour des enfants. Et là, ce serait vraiment la totale, désormais dans notre société où on peut on en arrive là, je pense qu'on devra déjà avoir suffisamment de femmes qui mettent au monde des bébés et qui sont prêtes à servir d'industrie de production de lait maternel. Parce que tant que vous n'avez pas mis un bébé au monde, vous ne pouvez pas avoir mais ça peut se provoquer, non? Avec les... Comment vous appelez? On a toutes sortes d'hormones qu'on peut injecter désormais. Oui, bon, c'est peut-être une piste de recherche pour les scientifiques. En tout cas, moi, je ne conseille pas ça. Je ne m'imagine pas en train de donner de lait à mon enfant qui provienne d'une autre mère. D'une mère que je ne connais pas surtout. Voilà. Parce qu'il y a un lien affectif, une connexion sentimentale entre la mère et l'enfant pendant le passage. Oui, justement, parce que en dehors de tout ce qui est scientifique là, dont on a parlé tout à l'heure concernant les avantages qui sont liés à l'allaitement maternel, notamment permet de protéger l'enfant contre les risques de plusieurs maladies, contre les risques de cancer et de beaucoup d'autres pathologies qui peuvent nuire à son épanouissement et à son développement. Il y a justement ce lien-là qui est créé entre la mère et l'enfant. Et d'ailleurs, quand vous regardez la posture dans laquelle la mère reste pour nourrir son enfant au sein, elle garde dans la paume de sa main les fesses de son bébé, la tête du bébé est là au niveau de son bras et quand elle soulève le bébé, il y a cette connexion entre le ventre du bébé et le ventre de la maman. Et ça, normalement, facilite le lien et l'amour maternel entre la maman et son bébé. Et le personnel de santé recommande d'ailleurs qu'au moment où vous êtes en train d'allaiter votre enfant, que vous puissiez regarder l'enfant dans les yeux. Et c'est le moment où les prières sont aussi bien exaucées, où la maman peut communiquer avec son enfant, transmettre des messages et tout ça. Donc, il y a vraiment ce lien affectif entre la mère et l'enfant qu'il faut travailler à sauvegarder.
Les gadgets dont je parlais tout à l'heure, c'est des gadgets tire-lait, c'est-à-dire qui aident la mère à sortir le lait, pas à produire, parce que la production, c'est déjà au niveau interne de l'organisme de la mère, mais plutôt à vraiment stocker le lait. Donc, vous mettez le dispositif au niveau du sein et ça permet de tirer le lait qu'on peut garder maintenant, je crois, à 6 heures d'horloge environ, qu'on peut garder le lait qui est tiré pendant 6 heures. Au frigo? Ça peut se garder, mais c'est toujours conseillé d'avoir le lait tiède. Parce que quand le lait, il sort, il n'est pas froid. Il est tiède. Il est degré, la température du corps. De la température du corps humain. Donc, il est tiède. Et il y a des protèges biberons qui permettent vraiment de garder dans un environnement assez sain et également de maintenir cette température-là. Donc, quand vous gardez bien, vous recouvrez pas au frigo, vous gardez bien et ça permet vraiment de... Maintenant, quand c'est tout à fait froid, on recommande également de chauffer. Il y a ce système-là qui permet de chauffer pour que l'enfant puisse vraiment se nourrir à la demande comme on l'a dit tantôt. Maintenant, jusqu'à 2 ans, si on a la possibilité d'alerter l'enfant jusqu'à 2 ans, c'est bien. Quand on ne le peut pas, il faut déjà respecter exclusivement les 6 premiers mois, tel qu'on a dit. Il faut respecter la posture dans laquelle il faut rester, et ça, dans toutes les maternités, on l'explique aux femmes, les pédiatres aussi l'expliquent, parce que cette posture-là facilite également la montée du lait et la sortie du lait au niveau du sein. Il y a pour certaines femmes des difficultés justement dans la production du lait, et dans ces cas de figure, on recommande de se référer au personnel de santé pour un bon suivi et favoriser justement cette montée du lait pour répondre aux besoins des enfants. Entre le lait qui est gratuit que vous pouvez avoir et le lait que vous êtes obligé de dépenser pour acheter, je crois que le choix est tout fait. Et ça demande une bonne hygiène de vie au niveau de la mère pour en avoir à satiété pour le bien-être de son enfant. Zakiat Latondi, merci beaucoup. Merci Tanguy Agoy. Merci d'être passé par ici. Je rappelle que mardi prochain, on sera le 1er août. Et donc, il n'y aura pas Actu Matin. C'est pour ça qu'on a anticipé pour en parler déjà aujourd'hui. Ce matin sur Actu Matin. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Dernier rendez-vous, la revue de presse. Voici donc les détails des informations relayées par les quotidiens ce matin. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Une forte délégation nigériane avec à sa tête le directeur général des douanes du Nigeria, Bashir Adewale Adeniyi, était en visite de travail à Cotonou ce lundi 24 juillet avec la douane béninoise, comme nous l'apprend Fraternité. L'objectif de cette visite n'est autre que la redynamisation de la coopération bilatérale à travers le renforcement des 2 administrations douanières. Après la visite des partenaires de la douane béninoise, Web Fontaine et Bénin Control, des installations douanières au port autonome de Cotonou, la rencontre avec les opérateurs économiques et les commissionnaires agréés en douane, suivi de présentation des projets et la séance de travail, les fruits ont tenu leurs fruits. Cette visite a donc pour vocation de créer un nouveau départ dans la coopération entre les 2 administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collaboration pour une fluidité des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Elle a permis également de faire l'état des lieux de la relation en passant en revue les réformes des différentes administrations et d'identifier les points d'amélioration de la relation. Restons toujours collés à l'actualité liée à la visite du directeur général des douanes nigérianes au Bénin avec le matinal, qui relève que de nouveaux accords douaniers ont été signés entre les 2 parties à l'issue de cette visite. Le journal publie également dans ses pages intérieures le communiqué conjoint rendu public à l'issue de la visite. Le dit communiqué comporte 12 mesures qui seront mises en œuvre par les 2 administrations douanières afin d'améliorer les orientations fixées par les autorités du Bénin
et du Nigeria. Parmi ces mesures, on note entre autres la levée des barrières et autres obstacles au commerce licite et l'implantation d'unités lorsque le trafic le justifie, la tenue de réunions semestrielles pour discuter des questions d'intérêt commun, l'harmonisation de la liste des produits prohibés par les deux pays, le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière par la coopération, le partage de renseignements et la mutualisation des moyens. Le matinal nous souffle également que le directeur général des douanes du Bénin, Alain Rinkati, a été invité par son homologue nigérian à effectuer une visite de travail au Nigeria. Selon le communiqué conjoint rendu public à l'issue de la visite, les dates de la visite seront convenues ultérieurement. Pendant ce temps se déroule au Maroc le mondial de football scolaire édition 2023, nous informe le pays émergent. Ce qui a retenu l'attention du journal, ce sont les prestations remarquables de l'équipe du Bénin représentée à cette compétition mondiale par le CEG Sainte Rita. En effet, ce lundi 24 juillet, les jeunes du CEG Sainte Rita ont fait sensation lors de leur tout premier match en malmenant le Mexique sur le score sans appel de 10-0 avant de finir la soirée par une victoire à l'arraché, précise le journal, contre le Maroc, pays organisateur, 2-1. 2 victoires en autant de sorties, les guépards scolaires sont assurés de disputer les quarts de finale de cette compétition. Ce mardi, ils affrontent la deuxième équipe masculine d'Angleterre. En cas de victoire, ils s'assurent de prendre la tête de leur groupe. En cas de défaite, ils finiront deuxième. Des performances saluées par Fraternité qui soulignent que le mérite revient à un sursaut du gouvernement à travers le ministère des Sports. Il s'agit de l'organisation régulière du championnat scolaire depuis quelques années et qui permet aux moins de 15 ans de faire éclore leur talent. Fraternité s'avance à dire qu'on peut désormais croire une relève pour le football béninois. Avec ces résultats par les jeunes guépards de moins de 15 ans, l'espoir renaît pour le football béninois. Le journal conclut en disant qu'il va falloir poursuivre la dynamique pour bâtir à l'avenir une équipe nationale capable de remporter des trophées. Terminons le tour de la presse de ce matin avec le matinal qui rapporte qu'il est désormais possible aux candidats du baccalauréat session de juillet en 2023 de consulter leurs copies. Selon le communiqué, le registre de consultation des copies sera ouvert du mercredi 26 juillet au mercredi 16 août 2023. Pour le faire, les candidats doivent fournir certaines pièces. Il s'agit d'une photocopie du relevé de notes, d'un formulaire de renseignement à retirer au secrétariat de l'office du baccalauréat et d'une quittance à prendre à l'office du baccalauréat. Le communiqué situe également sur la situation des candidats admissibles aptes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent plus subir les épreuves d'éducation physique et sportive et classés en situation de cas réservé. Ils sont invités à déposer au secrétariat de l'office du baccalauréat un dossier comprenant une demande manuscrite, un certificat médical et une photocopie de la convocation. Les candidats ayant déposé un dossier dans les centres de correction délibération ne sont plus tenus à le faire de nouveau à l'office du baccalauréat. Tous les candidats réservés sont invités à se présenter au CEG Sainte Rita le jeudi 3 août 2023 à 8h pour la suite des compositions. Fin de cette revue de presse. À très vite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Actu Matin, le numéro du mardi 25 juillet 2023. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, on vous revoit à partir de 6h30. Bonne journée.